Donc, la problématique du changement climatique, c'est évidemment une problématique de long terme, voire de très long terme. Et si on s'intéresse aux investissements publics qui vont chercher à répondre à cette problématique, à cause de cette dimension de long terme, ils vont avoir des caractéristiques particulières, à cause du fait que le changement climatique, c'est un problème de long terme. Si on s'intéresse ensuite à l'évaluation de ces investissements publics, cette évaluation elle-même, elle va être spécifique, ou elle va présenter des spécificités à cause de cette dimension de long terme. Et donc, ça ouvre des pistes de réflexion qui sont vraiment importantes, à la fois importantes et intéressantes, à la fois d'un point de vue de recherche académique, et donc j'y réfléchis actuellement avec Christian, et aussi d'un point de vue pratique, pour évaluer les investissements ou les projets d'investissement public. Et donc ça, c'est ce que je fais dans le cadre de mon travail au comité d'experts pour l'analyse socio-économique à France Stratégie. Alors, ce que je vais faire, voilà, dans le cadre de ce séminaire, c'est filer un exemple qui va être celui des déchets nucléaires, que je considère comme assez emblématique d'un projet de long terme, voire de très long terme, qui est particulièrement pertinent pour la France, parce que des déchets nucléaires traités, on en a. Et puis, ça illustre immédiatement le problème du long terme. On voit que pour les déchets, si on actualise même très faiblement, comme le coût il est dans très très longtemps, il devient négligeable. C'est complètement écrasé par l'actualisation, même si elle est petite, parce que c'est dans très longtemps. Si on a une absence d'actualisation, par contre, là, le coût il est gigantesque, il est énorme. Donc on voit tout de suite qu'on a un problème qui est vraiment lié à ce très long terme. Et donc, que faire ? Donc je vais filer cet exemple un peu tout le long de ce séminaire, avec de temps en temps, je vais le raccrocher au changement climatique, et vous pourrez le faire aussi de vous-même. En fait, la plupart des choses vont pouvoir être aussi appliquées au changement climatique. Et donc c'est basé sur la contre-expertise que Christian mentionnait tout à l'heure, et qui a été faite en collaboration avec Jean-Paul Goutte, Christian, Anne-Laure Maslallement et Éric Prudhomme. Donc ce séminaire leur donne beaucoup. Donc je vais commencer par présenter un petit peu ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc ça s'appelle le projet CIGEO, pour Centre industriel de stockage géologique. Donc ça s'intéresse à stocker les déchets radioactifs en France. Alors quelle quantité ? Ce qu'on appelle l'inventaire de référence, c'est-à-dire ce qu'on a pour le moment déjà produit comme déchets et ce qu'on va produire comme déchets avec les installations existantes. Donc ça ne concerne pas le futur, pas ce qui est envisagé actuellement en particulier. Ça fait combien ? On a 10 000 m3 de déchets qui sont dits à haute activité. Donc 10 000 m3, ça fait 10 mètres x 10 mètres x 100 mètres, ça fait 3 piscines olympiques. Et puis on a 73 000 m3 de déchets à moyenne activité et qu'on dit vie longue. Donc voilà, tout ça, c'est tout ça ce qu'on veut entreposer dans CIGEO. Actuellement, où est-ce qu'ils sont ces déchets ? Ils sont dans des installations dites de surface, donc des piscines de refroidissement, des centres de conditionnement. Donc pour l'instant, le coût de cet entreposage il est supporté par les producteurs de déchets, EDF, Oranol, CEA. Et puis l'ensemble des installations répond aux exigences de sûreté de l'autorité de sûreté nucléaire. Bon, tout ça, ça nécessite une surveillance et un entretien actif des entrepôts. Et puis, si on continue comme ça engendre des coûts et des risques pour les générations futures. Donc, à la suite de ça, la France s'est engagée depuis 1991 dans un long processus de mise en place d'une solution de gestion à long terme de ces déchets. Et c'est donc ce centre de stockage géologique CIGEO à Pur. Donc voilà pour la présentation de ce projet. Maintenant, le plan du reste de ce séminaire. Donc ça, c'est vraiment très, très désincarné. Je vais vous parler de l'option de référence. Et en fait, en quoi ça va être intéressant ? Parce qu'on va s'intéresser sur la pertinence de remettre en cause la loi, ou pour l'analyse. Donc, c'est de s'écarter du cadre de la loi pour l'analyse. Ensuite, on va s'intéresser au scénario de référence. Pourquoi ça va être intéressant ? Parce qu'à des horizons aussi longs, on va devoir se faire des représentations du monde futur, et ça ouvre énormément de possibilités, évidemment. On va s'intéresser bien sûr à l'actualisation, et ce sera assez dans la suite de la présentation du cours que vous avez eu précédemment. Et enfin, on prendra un peu de recul pour s'intéresser aux grands arbitrages, c'est-à-dire, il n'y a pas que les déchets nucléaires dans la vie, d'une certaine façon. Donc, première partie, choix de l'option de référence, quelle position par rapport à la loi ? Donc, d'abord, les gains et les coûts d'un projet ne peuvent être mesurés qu'en différentiel par rapport à une situation de référence. Cette situation de référence, elle a deux parties.
D'abord, un scénario de référence qui définit le cadrage macroéconomique. Donc, ça veut dire dans quel monde est-ce qu'on se projette. Ce projet, par exemple, gestion des déchets nucléaires, il va être réalisé dans un monde qui ressemble à quoi? Et puis ensuite, on doit aussi avoir une option de référence. Donc là, je cite un guide officiel pour l'option de référence. Donc, c'est la situation contrefactuelle qui est celle qui prévaudrait dans le cas où l'investissement considéré ne serait pas réalisé. Mais bon, comme on s'intéresse là à des déchets radioactifs, on a des questionnements particuliers qui sont liés à la sécurité. Et en fait, c'est une spécificité qu'on va avoir ici. Ne rien faire, ce n'est pas une option. Donc en général, quand on s'interroge sur un contrefactuel pour un investissement, quel qu'il soit, on va comparer à une situation dans laquelle, souvent, on ne va rien faire. Et là, ce n'est pas possible. Il faut bien faire quelque chose de ces déchets. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je vous présente ici les différentes options qui s'ouvrent et qui ont été considérées donc, dans l'analyse qui a été faite, l'analyse économique qui a été faite de CIGEO. Donc, peut-être pour vous distinguer les choses, il y a une première analyse qui a été réalisée, qui s'appelle évaluation socio-économique. Et puis ensuite, Christian et moi, on a travaillé sur la contre-expertise, c'est-à-dire l'évaluation de cette analyse. Donc, les différentes possibilités qui ont été considérées sont les suivantes. Donc, on a ce qu'on appelle la séparation-transmutation. Donc, je vous présente les caractéristiques principales. Ça va consister à optimiser le volume et la dangerosité des déchets radioactifs. Donc, on diminue la radioactivité et on réduit le volume. On a CIGEO, donc ça, c'est un stockage dans une couche d'argile à environ 500 mètres de profondeur, complètement sûr. On a l'entreposage longue durée. Donc ça, c'est un entreposage en surface ou à faible profondeur, et ça nécessite une surveillance humaine. Et enfin, on a le forage profond. Donc là, c'est un stockage dans un socle cristallin, plus profond encore que CIGEO. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes options? Le premier, donc, ça va permettre de réduire l'inventaire, on a moins de travail à faire. L'inconvénient, c'est qu'en fait, ce n'est pas une solution définitive, on va en avoir moins, il va être moins dangereux, mais il faut toujours en faire quelque chose. Donc, on n'a pas résolu le problème. Bon, en plus, ce n'est pas complètement mature, a priori, on ne sait pas encore tout à fait bien faire. Donc, on a CIGEO, qui est le projet qu'on cherche à évaluer. Ses avantages, donc, c'est une solution pérenne avec barrière passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on a mis les déchets nucléaires, qu'on a fermés, on n'a plus à s'en occuper. La géologie va s'en charger. L'entreposage longue durée, son intérêt, c'est que on a... Pardon, j'ai oublié de parler des inconvénients de CIGEO. Ça coûte très cher, donc probablement dans les 25 milliards d'euros. Et on a un problème d'acceptation locale. C'est compliqué d'accepter d'avoir des déchets nucléaires à proximité d'enterrés. Donc l'entreposage longue durée, ça coûte moins cher, ça a un coût faible à court terme. Donc on a des coûts qui sont aux alentours de 10-15 milliards tous les 100 ans. Mais ce n'est pas une solution pérenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les oublier là, il va toujours falloir qu'on ait une surveillance humaine, qu'il se passe quelque chose. Et ce coût financier, il est à l'infini. C'est-à-dire qu'initialement, il est plus faible que CIGEO, mais ça va se reproduire dans le futur. Et enfin, le forage profond. Alors, son problème, c'est qu'il n'est pas mature, donc on n'est pas à un stade de développement aussi avancé que CIGEO. Son coût financier, il est a priori supérieur à celui de CIGEO, on ne sait pas très bien puisque ce n'est pas mature, et on a le même problème d'acceptation locale. Voilà. Donc on a CIGEO, et alors la question qu'on se pose, c'est quoi l'option de référence dans tout ça? Donc la séparation-transmutation, je ne vais plus vraiment en parler, parce que ce n'est pas vraiment une solution alternative. Donc on évalue les options de référence. Donc normalement, comme vous avez vu ce que je viens de vous présenter, la solution de l'entreposage longue durée, ça paraît être l'option la plus naturelle. Le problème, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les lois de 2006 et 2016. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution pérenne. Et donc les lois de 2006 et 2016 imposent de ne considérer qu'une solution pérenne. Alors du coup, dans l'analyse, on va se concentrer sur le forage profond qui apparaît finalement, en réalité, directement, clairement dominé par CIGEO. Si vous regardez les avantages, c'est pareil. Les inconvénients, il y en a plus. Donc la comparaison est relativement rapide. Je fais aussi les choses un peu rapidement, mais globalement, c'est quand même l'idée générale. Bon, ce qui aurait probablement pu être fait, c'est que ce forage profond, il a quand même une dimension de recherche et développement très intéressante. Ça veut dire que
en plus de CIGEO, si on fait ce forage profond, on apprend des choses qu'on pourra ensuite appliquer ailleurs dans l'économie. Donc il y a un gain ici probablement qui n'est pas bien valorisé. Donc finalement, pour se donner une chance d'avoir une alternative qui est crédible en face de CIGEO et puis pour faire l'évaluation correctement, l'analyse propose une option pour laquelle on a la possibilité d'échec de forage profond. Donc on se dit on va essayer le forage profond, ça va peut-être échouer, et si ça échoue, on va faire le LD. D'accord ? Donc finalement, on a l'option qu'on cherchait à évaluer CIGEO, et puis en face, comme option alternative, comme contrefactuel, on se dit on va essayer de faire le forage profond, et puis il y a un risque que ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, on va faire de l'entreposage longue durée. Et donc comme ça, on a un peu l'entreposage longue durée qui revient par la porte de derrière. D'accord ? On ne dit pas qu'on fait de l'entreposage longue durée, mais ça permet de l'avoir quelque part. Si on regarde l'entreposage longue durée et qu'on essaie d'évaluer, les coûts et risques en termes sanitaires et environnement vont être très différents selon l'évolution des sociétés. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se donne un scénario de référence qui va aller très très loin, donc au-delà de 2155, qui est la date de l'achèvement de CIGEO ou du forage profond. Ah oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas bien développé. La réversibilité dans le temps de la mise en service, donc le temps qu'on est en train de descendre les colis dans le fond de CIGEO ou du forage profond, on n'a pas fermé, et donc on peut toujours les remonter pour faire autre chose si on a une meilleure idée en cours de route. D'accord ? Et ce n'est pas anecdotique puisque ça dure 150 ans. D'accord ? Voilà. Donc, si on regarde le LD, donc ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à regarder au-delà de 2155. Parce que finalement, si on s'intéresse juste à CIGEO versus forage profond, ça veut dire qu'en 2155, on a tout enterré, c'est sûr, c'est géré par la géologie, et on n'a plus de questions à se poser. Donc en fait, on n'a pas besoin de se projeter au-delà de 2155, puisqu'après, il ne se passe plus rien. Par contre, si on a l'ELD qui revient par la porte de derrière, ou si on considère le LD, là, c'est infini, et on va être obligé d'avoir une réflexion qui va au-delà de 2155. Ensuite, si on évalue le LD, dès qu'on a des taux d'actualisation usuels, ça veut dire assez élevés, ça va devenir plus intéressant économiquement, d'accord ? Puisque ça coûte moins cher, et puis on va devoir repayer dans 100 ans, puis encore dans 100 ans, mais enfin assez vite, ces paiements, comme ils sont éloignés dans le temps, en valeur présente, ils ne représentent plus grand-chose. Donc l'entreposage longue durée, ça a bien l'air d'être une alternative importante, et ça questionne la pertinence du choix du forage profond plutôt que de l'ELD comme option de référence. Et c'est pour ça qu'on peut se demander, est-ce qu'on ne devrait pas s'écarter du cadre de la loi ? Donc les bénéfices de CIGEO... Je peux juste rajouter un petit mot. Donc maintenance ELD, c'est 100 millions d'euros par an, pour toujours. Si vous actualisez 100 millions par an à 4%, c'est 2,5 milliards d'euros. D'accord ? 2,5 milliards d'euros, valeur présente des coûts de maintenance de l'ELD, tout compris. Alors, j'oublie les questions environnementales, mais si je regarde juste les coûts, vous avez 2,5 milliards taux d'actualisation, valeur actualisée de l'ELD, des coûts de l'ELD, versus 25 milliards à dépenser pour CIGEO dans essentiellement les 20-30 prochaines années. Donc, vous voyez que si j'utilise le taux d'actualisation de 4%, je fais l'ELD, pas CIGEO. Et puis, il faut rajouter évidemment un certain nombre de risques, mais elle va en parler. Voilà. Donc, si on regarde les bénéfices de CIGEO, ils vont essentiellement résider dans le fait qu'on a une réduction du risque d'accident. D'accord ? C'est justement ce dont Christian vient de ne pas parler. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on pourrait vouloir préférer CIGEO à l'ELD. C'est parce que ça évite les risques d'accident. Et puis, cet accident, il est non négligeable. Pourquoi ? Parce que les dommages potentiels sont très importants, a priori plutôt locaux, mais quand même considérables. Et puis, compte tenu de la durée de vie des déchets nucléaires, la probabilité pour qu'il y ait effectivement un accident, elle est quand même assez élevée. D'accord ? Ce n'est pas dans les 10 prochaines années qu'on s'interroge. Et finalement, c'est exactement cette réflexion-là qui a motivé les lois. La raison pour laquelle on s'est dit on veut un stockage pérenne, c'est bien parce qu'on voulait éviter un accident de ce type.
Et donc on peut se dire que dans l'analyse économique, ce serait peut-être bien de s'autoriser à considérer ce cas-là, parce que finalement, ça aurait été bien aussi que les parlementaires aient une analyse économique pour fonder finalement ce raisonnement tout à fait acceptable qu'ils avaient en tête au moment où on s'est dit on veut seulement une solution pérenne. Bon, et alors par ailleurs, il y a un autre argument qui est que comme c'est vraiment une problématique de très long terme, on peut se dire qu'en fonction des choix qu'on fait, il est possible que la loi, dans des centaines d'années, on n'est même pas obligé d'aller aussi loin, soit remise en question. Donc face à une problématique inédite, il peut sembler pertinent de s'écarter du strict cadre de la loi et de retenir le LD comme option de référence. Et de nouveau, on est dans l'analyse, on n'est pas du tout dans l'application de quoi que ce soit. Donc, s'autoriser à réfléchir à des choses qui ne sont pas dans le cadre de la loi. Et donc là, je vous laisse penser à l'équivalent, les questions qu'on pourrait se poser dans le cadre du changement climatique. Ensuite, deuxième point, le choix du scénario de référence. Donc, dans quel monde est-ce qu'on se projette pour évaluer notre projet? Donc, un scénario de référence à très long terme, il va permettre d'actualiser les coûts de renouvellement et d'exploitation de l'ELD, donc c'est ce dont Christian parlait tout à l'heure. Ça va nous fournir des paramètres clés, donc le taux de croissance, l'évolution des prix du coût de l'option par rapport au PIB. Donc ça va être un peu le bêta dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça va nous permettre d'avoir un taux d'actualisation. Donc c'est très important d'avoir un scénario de référence parce qu'en fonction du monde dans lequel on se projette, on va avoir une actualisation différente. Et puis ça va aussi nous permettre de penser et de valoriser les impacts sanitaires et environnementaux, en particulier dans le cas où on bascule vers des sociétés qui n'auront plus les capacités techniques, économiques, institutionnelles pour éviter l'abandon partiel ou total de la gestion des ELD. D'accord ? Donc en fonction du monde qu'on se représente, on sera plus ou moins capable, alors, en fait, d'une part, de continuer à gérer correctement l'ELD. Si on a des institutions dégradées qui n'arrivent plus à faire respecter les normes de sécurité, par exemple, on sera plus capable de gérer correctement les ELD. Et si on a un accident, on n'aura plus non plus la capacité de réagir correctement à cet accident. Donc la première analyse qui avait été faite, un apport vraiment intéressant qu'elle a eu, c'était de prendre en compte la possibilité d'un scénario de croissance vraiment chaotique dans lequel on a les institutions qui se dégradent. Donc voilà le type de scénario qui était considéré. Donc un scénario qui, dans la première analyse faite, a été appelé, je vais commencer par le bas, OK, donc qui est dans la continuité des prévisions macroéconomiques qui sont faites actuellement à l'horizon 2100. Et puis un scénario chaos, où là, on a une crise institutionnelle et sociale durable, profonde, avec dégradation économique progressive très durable, engendrant vers la fin du siècle une régression institutionnelle. D'accord ? C'est le cas dont je parlais précédemment. Bon, alors, on peut regarder le scénario OK d'un peu plus près. D'accord ? Quand je vous disais, on continue à projeter ce qui est prévu jusqu'à l'horizon 2100. Donc, qu'est-ce qui est prévu exactement? Donc, les scénarios du Conseil d'orientation des retraites jusqu'en 2060, ensuite on prolonge, 2050, ensuite on prolonge jusqu'à 2060, et puis ensuite on a plus 1,4% jusqu'à l'horizon 2600. Donc si on fait ça, en 2600, on a un PIB par tête qui est de 40 millions d'euros, voilà, ce qui est plus de 1000 fois le niveau actuel. Et donc évidemment, on peut s'interroger sur le réalisme de ce chiffre. Si on regarde ce qui s'est passé depuis le début du XVIIIe siècle, le PIB par tête a été multiplié par 23. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les 1500 ans avant le début du XVIIIe siècle, ça a été multiplié par moins de 50. D'accord ? Donc voilà, on peut s'interroger sur le réalisme. Ensuite, c'est vraiment très important, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce scénario de croissance qui va nous permettre de construire le taux d'actualisation. Alors, dans l'analyse, j'étais un peu embêté parce qu'effectivement, ça faisait beaucoup, là. Et donc, il y a des variantes qui ont été faites pour le taux d'actualisation. On s'est dit, alors oui, d'accord, on dit qu'on a une forte croissance, mais on va quand même prendre un taux d'actualisation qui est un peu plus élevé ou un peu plus bas, juste pour voir ce qui se passe, mais c'est un peu ad hoc, et donc ce n'est pas vraiment cohérent avec la croissance qui est supposée. Et surtout, ça ne prévoit pas de vraies ruptures à 100 ou 150 ans, si on imagine qu'on a des soucis de changement climatique, de pandémie, de relations entre les États-Unis et la Chine.
qui peuvent faire des choses qui sont un peu plus conséquentes que ça. Donc ça suggère que le scénario, même si c'est le scénario OK, ce n'est pas le scénario dégradé, on pourrait avoir un scénario dont la croissance diminue très progressivement vers 0, avec un horizon qu'on prendra très éloigné. Donc ça, c'est pour le scénario OK. Ensuite, donc, on s'autorise une représentation du monde très contrastée, avec ce scénario OK et ce scénario KO. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne comme évaluation pour CIGEO dans les deux cas? Dans le cas, on est dans le scénario OK, donc c'est ce dont parlait Christian tout à l'heure. Hop, on a du 4% de croissance, et dans ce cas-là, c'est uniquement l'argument de coût qui peut favoriser l'option de CIGEO. Mais ça, je viens de dire des bêtises, donc ce n'est pas si on a le 4%, c'est au contraire si on a une stagnation qui apparaît rapidement. Donc dans ce cas-là, on actualise peu, et on a un argument de coût qui fait que la stagnation, l'argument de coût, peut favoriser CIGEO. Au contraire, si on est dans le cas KO, là on a des risques d'accident qui vont être élevés, et ça va être l'argument de sûreté qui va favoriser l'option CIGEO. Donc l'intérêt d'avoir des scénarios contrastés, c'est qu'on va avoir des histoires derrière l'évaluation du projet qui seront complètement différentes. Enfin, en ce qui concerne le scénario central, c'est très bien de se donner des scénarios contrastés, mais à la fin, il va bien falloir prendre une décision. Dans le monde réel, on va avoir quelqu'un qui décide dans l'incertitude. On doit décider aujourd'hui ce qu'on fait. On n'a aucune idée, assez peu d'idées de ce qui va se passer dans le monde dans les centaines d'années à venir. Donc il faut accepter de se mettre dans une situation d'ignorance et d'avoir un scénario central qui probabilise ces différents scénarios OK et KO. Et ça va permettre de donner un bénéfice assurantiel au projet CIGEO. Alors d'autre part, la multiplicité des scénarios, donc si on laisse juste une conclusion qui dit si tout se passe bien, il faudrait faire ça, si tout se passe mal, il faudrait faire ça, ça laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations. Au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va devoir décider, et ça va être un peu plus facile de choisir la solution, une solution qui n'est pas forcément la bonne. Donc on suggère que les rapports d'évaluation devraient être fondés sur un scénario central ou un scénario de référence qui est construit sur une calibration précise et transparente, c'est-à-dire qu'on explique les hypothèses qu'on a derrière, en particulier comment on a probabilisé tout ça, et avec une analyse de sensibilité derrière pour voir ce qui se passe autour de ce scénario de référence. Mais en tous les cas, avoir un scénario qui va servir de base. Alors l'actualisation maintenant. Donc elle est évidemment très déterminante à long terme. Donc, ce que vous avez là à l'écran, c'est vraiment ce qu'a dit tout à l'heure Christian en introduction. Le fondement moral, c'est que dans une économie en croissance, si on investit, ça accroît les inégalités intergénérationnelles et donc ça va à l'encontre du bien commun si on a une aversion aux inégalités. Donc le taux d'actualisation, ça va être le taux de rendement minimal nécessaire pour compenser cette détérioration du bien commun. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aussi prendre en compte les incertitudes. Donc le système d'actualisation publique en France, donc là je repars de quelque chose qui ressemblait à la fin du cours de Christian. Il se présente comme suit. Donc on va avoir pour le projet qu'on considère une actualisation qui va avoir deux parties, un taux d'actualisation sans risque et puis une partie qui va prendre en compte le risque. Donc RF c'est le taux sans risque. La partie qui prend en compte le risque, donc je commence par phi qui va être la prime de risque systématique. C'est-à-dire, vous pouvez la comprendre comme le risque ou l'incertitude qu'on a sur le PIB réel par tête. Et ensuite, le bêta, il a été nommé comme ça, d'ailleurs, je crois par Christian, par analogie avec les marchés financiers. Et ça va nous dire quelle est l'élasticité du bénéfice socio-économique du projet par rapport au PIB. Donc, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Si on a un bêta qui est très grand, ça veut dire qu'on a un projet qui va prendre de la valeur quand on est en période de croissance et qui va participer d'une certaine façon aussi à renforcer le risque macroéconomique, et c'est typiquement le cas des transports. Je crois que tout à l'heure, on prenait l'exemple du TGV. En revanche, si on a un bêta qui est négatif, ça veut dire qu'on a un projet qui a une valeur assurantielle, c'est un projet qui a d'autant plus de valeur qu'on est dans une mauvaise situation, et donc c'est typiquement le cas des hôpitaux. D'accord ? Et on le voit bien, si on a un bêta négatif, ça va venir réduire le taux d'actualisation. Ça veut dire que les bénéfices futurs de ce projet vont être
moins actualisé, donc ça va bien avoir une forte valeur. D'accord ? Donc le bêta est compliqué à déterminer, ça c'est le point suivant. Donc qu'est-ce qui a été fait pratiquement à France Stratégie pour l'actualisation ? Eh bien, comme on n'a pas pour l'instant d'estimation sectorielle du bêta, puisque vous voyez bien, il va falloir avoir un bêta différent au moins pour le transport et les hôpitaux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une valeur différente des bêtas. On ne va pas pouvoir se dire tous les investissements, on va les actualiser au même taux. C'est ce que c'était dit en première partie tout à l'heure, ce qui n'aurait pas de sens. Donc c'est compliqué à déterminer. Donc pour l'instant, comme on n'avait pas d'estimation sectorielle, ce qui a été fait pour les investissements publics en France, c'est quand même de prendre bêta égale 1. Ce qui veut dire quoi ? Eh bien qu'on considère que les bénéfices socio-économiques des projets, ils varient exactement comme le PIB par tête. D'accord ? Si on fait ça, donc dans le rapport Quinet 2013, ce qu'on avait, c'était un taux d'actualisation qui avait une partie ici sans risque de 2,5%, plus le bêta qui était de 1%, et le risque systématique qui était de 2%. Et on avait ça jusqu'en 2070. Et puis après, on avait quelque chose, a priori un peu différent, avec un taux sans risque de 1,5%, toujours le bêta de 1, et une prime de risque systématique de 3%. Bon, si vous faites le calcul, dans les deux cas, vous avez 4,5%. D'accord ? Donc c'est de là que sort, entre guillemets, le 4,5% qui est utilisé partout pour évaluer les investissements publics en France, donc jusque récemment, parce que là vous avez la petite ligne, donc c'est la commission Guenry-Ourliac 2021 qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc là il y a eu une révision qui a été faite, au moins jusqu'en 2070. Les réflexions sont toujours en cours, ouvertes, pour ce qui se passe après. Et donc là on a un taux sans risque de 1,2%, et donc si on prend toujours bêta égale à 1, et là la prime de risque systématique est de 2%, on obtient 3,2%. Donc maintenant, à partir de maintenant, donc les investissements publics sont actualisés à 3,2%. Alors on n'en reste pas là, hein. Il y a une commission très active, donc, dont s'occupent Émile Quinet et Frédéric Charbonnier, qui cherchent à trouver les valeurs de bêta. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, en particulier si vous réfléchissez par exemple aux investissements qui vont permettre de lutter contre le changement climatique. Le problème, c'est qu'on a plusieurs sources d'incertitude. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une source d'incertitude, ici, on s'est intéressé à ce qui provenait de la macroéconomie. Alors certes, il va falloir le faire aussi pour les investissements climatiques, mais il n'y a pas que ça. Dans le cas des investissements climatiques, vous allez avoir un risque climatique qui est très important. Enfin, quelle va être la sensibilité au climat de nos économies futures ? Source de risque importante, nouveau bêta. On a des incertitudes technologiques qui sont extrêmement importantes aussi. Nouvelle source d'incertitude, nouveau bêta. Donc quand on s'intéresse aux investissements climatiques, il va au moins falloir trouver la valeur de 3 bêtas différents. D'accord ? Et là, je ne parle que des investissements climatiques. Et en plus, si on regarde des investissements climatiques qui vont chercher à réduire les émissions, ça ne va encore pas être la même histoire que si on regarde des investissements climatiques qui vont chercher à faire de l'adaptation une fois qu'on a les dommages. D'accord ? Donc, ben voilà, on a une commission qui réfléchit à ces bêtas, mais disons qu'il y a du travail sur la planche. Donc, quel est l'enseignement pour les projets à très long terme quand on réfléchit comme ça à l'actualisation ? Bon, d'abord, la première, c'est qu'il faut veiller à utiliser un taux d'actualisation qui va être fondé sur des hypothèses de croissance compatibles avec celles qui sont utilisées pour les coûts et les bénéfices des projets. Donc, se donner une croissance et puis faire un taux d'actualisation qui n'est pas cohérent, ça ne va pas. Ensuite, on peut sans doute, quand on est à très très long terme, s'épargner l'étude, qui elle aussi n'est pas si simple que ça, des volatilités de court terme, d'accord, des mouvements browniens. En fait, la volatilité qui était celle que Christian a présentée dans la première partie de la leçon et qui trouvait très décevante parce que finalement, ça ne permettait pas de résoudre le problème, justement parce que c'était que des petites volatilités. En revanche, l'incertitude qui conduit à passer de scénarios, de situations OK à chaos, très contrastées, très différentes, et donc inversement, de chaos à OK, celle-là, elle va devoir être prise en compte et intégrée au calcul de l'actualisation.
Mais éventuellement, on peut essayer de se simplifier la vie avec un nombre restreint d'occurrences de catastrophes et seulement 2 états de la nature. Donc j'essaie de ne pas trop en dire sur tes leçons suivantes, mais voilà, ça va être important pour avoir une histoire cohérente et bien prendre en compte l'incertitude, de se donner la possibilité d'avoir des catastrophes. Donc là, on propose une nouvelle façon d'actualiser, qu'on a appelée stress discounting, que je ne sais pas très bien comment traduire en français, actualisation avec stress. Et donc, elle a un double intérêt, c'est que ça va être moins compliqué, on n'a pas besoin de se focaliser sur un nombre potentiellement important de bêta, et puis c'est potentiellement meilleur, surtout pour le long terme. Donc, regardons rapidement en quoi ça consiste. Donc ça va consister à faire tout simplement une évaluation de la valeur actualisée nette, donc la vanne de tout à l'heure, espérée, parce qu'on est dans l'incertain, mais avec seulement 2 états probabilisés. Donc un scénario OK, où en gros tout va bien, un scénario KO, faible probabilité, éventuellement on a un gros choc à la barreau initialement, et puis ça se redresse progressivement, mais quand même avec une croissance faible. L'intérêt de cette chose, c'est que ça va valoriser automatiquement les projets dont les avantages nets sont négativement corrélés à la croissance économique. Ça va permettre de prendre ça en compte, donc les projets qui ont des bêtas négatifs. Et en plus, donc ça va faire mieux, donc c'est plus simple, ça va faire mieux que se contenter d'une actualisation à 4,5% ou 3,2% maintenant. Et si on réfléchit à une approche idéale très complexe dans laquelle on va prendre en compte toutes les sources d'incertitude, les possibilités de catastrophes, et qu'on fait un raisonnement type Ramsey, on va s'approcher de ce qu'on obtient ici, finalement, avec du stress discounting. La démarche, elle consiste un peu à simplifier les choses dont on a l'impression qu'elles ne sont pas très importantes et pas déterminantes, et se focaliser et s'assurer qu'on prend en compte celles qui le sont. Alors, Christian avait fait un petit calcul en appliquant ça à CIGEO. Donc là, ce qu'on obtient finalement avec du stress discounting, c'est ce qu'on a dans la dernière colonne. Donc on a juste à calculer la valeur présente du coût de CIGEO, d'accord, avec donc dans OK, on a un certain taux de croissance, un taux d'actualisation qui correspond. On est en croissance, c'est assez élevé. Et on va avoir donc la valeur présente des coûts qui va être ça. On fait la même chose pour le LD. Pour l'instant, je regarde que les 2 premières lignes. On fait la même chose dans le KO. On n'a pas les mêmes taux d'actualisation. Et si on regarde les valeurs espérées du coût, d'accord, donc c'est le résultat final, on probabilise ça et ça, on a une certaine probabilité, donc c'est 5% d'avoir du KO et donc 95% d'être dans du OK, on obtient cette valeur espérée du coût. Si on fait la même chose pour le LD, on a ça. Et donc là, on voit que si on s'intéresse seulement au coût, les deux sont quand même très proches. Si on rajoute des possibilités de dommages, donc on fait une hypothèse, hein, de nouveau c'est une illustration. Si on rajoute des dommages annuels dans le scénario KO, évidemment la valeur présente des coûts de l'ELD avec dommages devient bien plus importante, et là on voit qu'on va se mettre à préférer CIGEO, qui va avoir une valeur espérée des coûts plus petite, à l'ELD avec dommages. Et donc c'est intéressant parce que ça permet directement de voir que oui, la raison pour laquelle on veut faire CIGEO et pas l'ELD, ce n'est pas tellement les coûts, c'est le fait qu'on n'aura pas de dommages avec CIGEO. Et je vais terminer avec une dernière partie qui est prise un peu de recul, et donc on va se poser la question de la prise en compte des grands arbitrages. Prendre un peu de recul, parce que quand on évalue CIGEO, finalement, on fait les types de raisonnements que j'ai présentés jusqu'à présent, et on ne se pose pas tellement la question, et si on utilisait les fonds prévus pour CIGEO autrement? Donc on a d'autres problèmes, un peu du même ordre, dans le sens où on a un peu les mêmes horizons temporels, les problèmes d'évolution du climat, de biodiversité, les pandémies, la finitude des ressources, les déchets industriels toxiques. Voilà, et réfléchir à ça, ça fait aussi que quelque part, on arrive à cette idée qu'on ne doit pas forcément réaliser le projet à tout prix. On a des responsabilités vis-à-vis des générations futures, et elles ne se bornent pas aux déchets nucléaires. On a toute cette liste en haut de l'écran qui est là aussi. Et donc ça réinterroge la part de l'épargne qu'on doit destiner aux générations futures, et puis la façon de l'utiliser qui sera la plus efficace. Donc l'idée, c'est que
on ne doit pas seulement regarder si la vanne d'un projet est positive, ce qu'on a fait là pour CIGEO, mais bien regarder, essayer de hiérarchiser différents projets avec des objectifs différents, d'accord, climat, biodiversité, pour décider ce qu'il est souhaitable de faire. Ensuite, bon, et ça vous l'avez eu, je pense, précédemment très bien avec Marc Fleurbès, ça nécessite de mobiliser des ressources de philosophie éthique. On a un débat sur le taux de préférence pure pour le présent. Donc, si on le met à 0, c'est une petite partie du taux sans risque. Si on le met à 0, ça évite d'éviter de sacrifier les générations futures lointaines. Mais au contraire, on a certaines personnes qui militent pour avoir une valeur positive, parce que si jamais on a une croissance nulle ou négative à très long terme, à ce moment-là, on va avoir une dictature du futur, parce qu'on va avoir plein d'individus et de générations successives qui font qu'à ce moment-là, on devrait en réalité être prêt à faire un investissement infini aujourd'hui pour eux, parce que, étant donné qu'eux seront une quantité infinie. Donc, Stern avait retenu dans son étude de 2006 sur le climat une valeur de 0,1%, juste pour ce taux de préférence pour le présent, qui est une partie du taux sans risque, qu'il interprétait en lien avec une probabilité de disparition de l'humanité. Et puis, on a ce fameux paramètre d'aversion aux inégalités, et donc, qui a une autre dimension, enfin, le questionnement a une autre dimension quand on regarde du très très long terme, parce qu'on peut se demander s'il faut l'aligner sur l'aversion au risque des générations présentes, avec cette idée de voile de l'ignorance, ou sur l'aversion aux inégalités des générations qui viendront dans le futur. Enfin, l'exemple particulier de CIGEO interroge aussi sur la grille d'analyse des risques à avoir. Et en particulier, que ce soit le changement climatique ou que ce soit CIGEO, on a des risques extrêmement importants qui sont potentiellement un peu paralysants quand on les regarde. Et c'est peut-être quand même une bonne idée d'avoir une échelle, d'avoir des degrés pour l'échelle des dangers, l'échelle géographique, le niveau de réversibilité. D'accord ? Donc CIGEO, par exemple, l'échelle des dangers énorme. L'échelle géographique, c'est plutôt local. Enfin, quand je dis CIGEO, c'est l'ELD. D'accord ? C'est l'alternative à CIGEO. Ce que permet d'éviter CIGEO comme danger, ça reste finalement relativement local. Niveau de réversibilité, ça dépend beaucoup des sociétés qu'on va avoir. Est-ce qu'en cas d'accident, elles vont être capables de résoudre le problème vite ou pas? Donc, ce n'est pas complètement... voilà, et on peut distinguer différents niveaux, même dans des projets tels que CIGEO, et on peut se poser exactement les mêmes questions pour le changement climatique. Et donc, quand on fait ça, essayer de distinguer les différents degrés, on va se donner les moyens de montrer que les actions qui vont réduire les probabilités d'occurrence des scénarios les plus défavorables ou qui vont aider à préparer les moyens de s'adapter vont être ces actions les plus importantes pour les générations futures. Donc, ce que je disais tout de suite, les déchets nucléaires sont particulièrement dangereux pour la santé et l'environnement dès qu'ils sont concentrés dans la chaîne alimentaire, mais impacts locaux, impacts réversibles, et donc après on se pose les mêmes questions. Guerre nucléaire, c'est quoi l'échelle des dangers géographiques réversibles? Changement climatique, c'est quoi aussi les échelles? Et donc ça permet une meilleure comparabilité ou une meilleure prise de décision des actions. Enfin, analyser les impacts sanitaires et environnementaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a eu grâce finalement à l'ELD, puisque c'est que si on a l'entreposage longue durée que le problème se pose. Donc il y a deux points importants. Le premier, c'est que de nouveau, ce n'est pas parce qu'il y a des normes qu'on doit forcément raisonner dans le cadre de ces normes. D'une part, parce que si on est dans un scénario à très long terme, chaos, on n'est pas du tout sûr qu'on ait les capacités de les faire respecter, donc elles n'auront peut-être plus de sens, simplement. Et puis parce que les normes, elles font qu'on a des problèmes de comparabilité entre les choses. On n'a pas les mêmes normes pour les déchets nucléaires que pour les autres déchets industriels, par exemple. Et donc, si on veut pouvoir comparer les choses, il va falloir être capable de faire abstraction des normes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il va falloir réfléchir à la valeur que les générations futures vont accorder à leur environnement pour pouvoir mesurer ces impacts sanitaires et environnementaux. Donc, valeur de leur environnement, valeur qu'ils accordent à la vie, valeur éventuellement qu'ils accordent à l'existence de ressources dans le sol. Et ça va être en fonction du scénario. Et ça veut dire construire des valeurs tutélaires, comme on a une valeur tutélaire du carbone,
qui pourra être utilisable quel que soit le problème qu'on étudie. Ensuite, eh bien, ce type d'exercice, de nouveau aussi applicable au changement climatique, ça suggère d'ouvrir l'horizon temporel des exercices de prospective. Donc, on voit qu'il faut qu'on imagine des mondes dans un horizon extrêmement lointain, ce qui veut dire qu'on peut se baser sur des tendances lourdes, en se basant sur l'histoire longue des civilisations, mais aussi sur les réflexions des historiens sur les conditions à long terme pour avoir de la croissance ou du déclin. Donc ça, on commence déjà à se projeter un peu. Et puis aussi avoir de l'imagination, en particulier en ce qui concerne le comportement des gens, aussi bien individuellement que collectivement. Comment est-ce qu'ils vont s'adapter, comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc c'est vraiment important d'avoir ce type de réflexion parce qu'en plus, c'est en général au cœur de ce qu'on réfléchit sur nos obligations vis-à-vis des générations futures, parce qu'on a en général un dilemme entre eux, essayer de les protéger le plus possible, donc avoir de la sécurité, ou leur laisser un espace de choix qui est de la liberté. Donc je vais conclure, parfaitement dans les temps, sur l'évaluation des projets de long terme. Donc on voit qu'en fait on a deux types de résultats. D'abord, ça suggère d'élargir la dimension du débat avec des considérations qui ne sont pas nécessairement immédiatement applicables, c'est plutôt des pistes de réflexion sur, par exemple, comparer à d'autres types de projets, s'imaginer d'autres mondes extrêmement lointains. Mais on a d'autres recommandations qui sont beaucoup plus pratiques et qui pourraient immédiatement être prises en compte dans l'exercice actuel d'évaluation socio-économique. Donc, dans les recommandations, on a, donc pour l'analyse, s'affranchir du strict cadre de la loi. Et donc, de nouveau, on a aussi des choses qui sont imposées en termes de changement climatique. Seconde représentation, définir un scénario de référence central qui intègre les risques, assorti d'analyse de sensibilité. Troisième recommandation, passer au stress discounting et veiller à utiliser un taux d'actualisation compatible avec les hypothèses de croissance. Quatrième représentation, hiérarchiser différents projets aux objectifs différents. Et donc la cinquième, s'autoriser des représentations du monde très différentes. Alors, non seulement très différentes de ce qu'on connaît ici, mais très contrastées, en fait, pour les projets de long terme, parce que des choses très différentes, très contrastées, peuvent se produire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Super. Avant de passer aux questions, juste, je voudrais mettre mon petit grain de sel dans cette affaire. Vous avez compris que je suis co-auteur de Aude sur le dossier CIGEO. CIGEO, ayez bien en tête que si... excusez-moi, je vais retirer mon masque. La régie me rappelle à l'ordre. CIGEO, 25 milliards d'euros tout de suite, 30 prochaines années, c'est tout de suite pour moi, versus 100 millions tous les ans pour toujours. L'actualisation à 4% fait qu'on s'en fiche des 100 millions très rapidement. Tous les ans, ils n'ont plus d'importance à 4%. À 4%. Il ne faut certainement pas faire CIGEO. Ça coûte beaucoup trop cher. Il vaut mieux laisser les générations futures payer tous les ans 100 millions. Voilà. Donc le résultat du rapport de contre-expertise ne conclut pas ça. Le rapport de contre-expertise dit au contraire qu'il faut faire CIGEO. Pourquoi ? Parce que CIGEO a une valeur assurantielle. Il protège les générations futures de désastres sanitaires et environnementaux dans les États du monde chaotiques. Fin de la démocratie, abandon des repères, des connaissances scientifiques, etc., qui fait que dans ce monde-là, évidemment qu'avoir les déchets nucléaires en surface va engendrer des désastres. Et CIGEO, c'est un mécanisme d'assurance des générations futures contre là. C'est un bêta négatif dans mon modèle de ce matin. Et donc il faut, parce que ce CIGEO a un avantage assurantiel pour la société présente et future, il faut utiliser un taux d'actualisation qui est beaucoup plus faible que les 4% que je discute et qu'on discute depuis 2 semaines maintenant. Et donc, en utilisant un taux d'actualisation beaucoup plus faible, finalement, il faut préférer dépenser 25 milliards tout de suite que 100 millions tous les ans ad vitam aeternam. Voilà, c'est une illustration de ce que j'ai essayé de vous présenter dans la première partie, que je vais continuer à vous présenter la semaine prochaine, en particulier pour vous montrer l'importance par rapport à l'hypothèse mouvement brownien, l'idée de reconnaître que notre civilisation
est périssable, non, est mortel, eh bien, il faut l'intégrer dans nos analyses. C'est un élément important de, à nouveau, avenir commun durable. Dans nos responsabilités envers les générations futures, il faut reconnaître que nous pourrions peut-être avoir des générations futures confrontées à des situations cataclysmiques, et nous avons un devoir de réflexion par rapport à cela. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?